Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire FFN-FFS, donc ce tout premier LabCom. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est organisé par la Fédération France-Nord et la Fédération France-Sud, et plus particulièrement les départements communication. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous pour cette toute première édition qu'on a intitulée « Améliorer la com de mon église, je peux le faire ». Donc, c'est vrai qu'en échangeant entre les départements communication du Nord et du Sud, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques et des besoins en commun. Et de là est partie cette envie de collaborer ensemble afin de pouvoir gagner en efficacité, afin de pouvoir mieux vous accompagner au quotidien dans votre ministère, donc au sein des départements communication dans nos églises locales. Et de là est née vraiment cette idée de vous proposer des webinaires ainsi qu'un manuel du communicant que vous avez tous dû recevoir dès à présent. Donc, les intervenants du jour pour ce premier LabCom seront donc Marianne Penner, qui est chargée de communication et responsable du pôle communication de la Fédération France-Sud, Emmanuel Ban, qui est le directeur du pôle média communication de la Fédération France-Nord, ainsi que le responsable du studio Espérance Média et le responsable du projet eChurch, donc moi-même, Ruth Etienne, qui est chargée de communication pour la Fédération France-Nord. On aura également avec nous le pasteur Pedro Torres, qui est le responsable de la communication de l'Union franco-belge, ainsi que notre intervenante du jour, Christiane Capitz, qui a bien voulu présenter la présentation du jour. Donc, elle vous sera présentée un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, en tout cas, encore une fois, bienvenue pour ce premier LabCom. Donc, on en aura d'autres tout au long de l'année, 3 autres plus exactement, mais on vous donnera plus de détails ainsi que les dates à venir un peu plus tard. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Manu et à Marianne qui vont vous parler du manuel du communicant. Alors, bonjour à tous. Alors, Ruth l'a très bien présenté l'intention de ce manuel et comment ça se fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Vraiment, le manuel qu'on veut vous présenter aujourd'hui, ce sont des outils concrets et pratiques pour votre travail en Église, quelque chose de tous les jours. Comme l'a dit Ruth, on a commencé à travailler ensemble pendant la pandémie. Ça a commencé avec des questions concrètes de pasteurs qui voulaient, par exemple, savoir comment créer une chaîne YouTube, comment animer une réunion Zoom. Il y a tout un tas de nouvelles pratiques qui se sont insérées dans notre vie d'église. On a commencé à partager nos ressources et puis on s'est réparti le travail, comme a dit Ruth, et de là, entre le respect qui s'est transformé en amitié et le plaisir de travailler ensemble, on a continué avec ce manuel qu'on vous offre aujourd'hui. Et voilà, l'idée de ce manuel, c'était essayer de nous mettre dans la peau, donc Manu vous le montre, de nous mettre dans la peau de quelqu'un qui accepte ce poste pour la première fois. Oui. Et vous accompagner pas à pas avec ces questions qui peuvent être les vôtres quand vous acceptez ce poste. Genre, quel est mon rôle, par où commencer, à quoi ça sert un plan de communication? Il y a peut-être des gros mots que vous n'avez jamais entendus. D'ailleurs, à la fin du manuel, il y a un petit glossaire. Est-ce que mon Église a envie, a besoin, a les ressources nécessaires pour entretenir des réseaux? Tout n'est peut-être pas utile. Comment est-ce que mon Église pourrait être plus visible et toucher plus de monde? Quelles sont les ressources qui sont déjà présentes? Et surtout, et ça c'est Christiane qui va l'aborder avec nous un petit peu plus tard, pourquoi? Quel message est-ce que je veux faire passer? Quel sens mettre dans tout ça? Donc là, ce qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est vraiment aussi un plaisir de travailler ensemble, je crois, Manu. Oui, salut tout le monde. Salut Marianne, salut Pedro, salut Ruth, salut Christian. Et merci pour tous venir ce dimanche matin. Moi, personnellement, je ne suis pas prêt dimanche matin de faire un webinaire. Et je pensais un petit peu, on est combien? Peut-être si on est 20, 30, c'est bien, mais regarde, 65 personnes sont incroyables. Vraiment, c'est top. Merci à tous d'être venus ici. C'est un plaisir de partager avec vous cette webinaire.
Et, en fait, c'est ça l'idée. On a un rêve. Un rêve au niveau de fédération pour l'instant, c'est de créer chacun dans nos fédérations un réseau de communicants. Et pas juste d'avoir un réseau, mais d'être à côté une de l'autre, de partager notre expérience, de travailler ensemble et, comme Marianne a dit, c'est d'accompagner chaque responsable com dans ce travail merveilleux de communication de l'évangile. Après, aller plus loin avec Pedro, pourquoi pas on envisage à créer un grand réseau francophone qui aide l'Église adventiste à partager l'évangile. Marianne, on peut dire que ce manuel, c'est juste première version, c'est une version d'essai. Notre but, c'est d'être vraiment utile. Et on compte sur le feedback de chacun d'entre vous. Si vous n'avez pas accès, si vous n'avez pas, si vous travaillez avec le manuel, aide-nous de savoir qu'est-ce qu'on peut changer. De dire, waouh, ça c'est excellent, j'ai utilisé, ça m'aide vraiment beaucoup. Ou par contre, cette partie, c'est pas bon. On a déjà des questions. Marianne, où est-ce qu'on peut trouver les manuels de communication? Alors, le manuel, on va vous mettre le lien dans la discussion. Je pense que Ruth, elle vient déjà de le mettre. C'est bien ça. Alors, je vous ai mis les liens version FFN et version FFS. Donc, le contenu est le même, c'est juste sur les parties contact et quelques détails que ça change, mais sinon, c'est le même manuel. Ouais. C'est le même manuel, sauf du coup, voilà, c'est 2 premières pages où pour chaque fédération, on vous a mis en fait des liens particuliers. La Fédé Nord, elle a son groupe WhatsApp avec les communicants de France Nord et la Fédé France Sud a son groupe WhatsApp avec les communicants de Fédé Sud. Et l'idée, c'est pas qu'on veut pas être ensemble. Il y a des moments où on va se mettre ensemble et il y a des moments où on a vraiment besoin de se retrouver en plus petite famille, de la proximité, aussi dans l'intention peut-être de se visiter entre églises et de pouvoir toujours être au plus proche et peut-être se rencontrer et faire des choses ensemble. D'ailleurs, dans les relecteurs, vous voyez ce premier manuel, comme a dit Manu, c'est le premier. Donc, on a osé mettre l'année 2021. Après, ce sera des updates, mais parce que vraiment, tout est ouvert. Ça, c'est vraiment, on veut que ça colle à vos besoins. Et d'ailleurs, je salue, j'ai déjà vu dans les participants, il y a Franck Dernoncourt, il fait partie des relecteurs de ce manuel et qui l'a déjà fait évoluer depuis cet été. Donc, merci d'être là. Voilà. Ok, je pense qu'il faut présenter vite le table de matière parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Marianne, s'il te plaît. C'est ça. On va s'attarder plus à la première partie aujourd'hui. Donc, on a fait un manuel en trois parties. La première, ta mission si tu l'acceptes. On va explorer un petit peu tout ça aujourd'hui. Et chaque chapitre, vous pourrez voir dans la version PDF, est cliquable. Donc, si par exemple, vous étoffez votre équipe et vous voulez lui confier juste une partie, un petit chapitre, vous pouvez partager juste ce chapitre-là. Ensuite, on a fait des checklists parce qu'on sait que tout va très rapidement, que des gens n'auront pas forcément envie d'aller plus en détail dans un sujet, mais on a vraiment envie que, quel que soit le chapitre que vous choisissiez, si vous voulez avoir juste en un coup d'œil, parce qu'il y a différents niveaux aussi, il y a ceux qui sont là pour la première fois, il y a ceux qui sont déjà habitués à la communication, et une checklist, même pour les habitués, ça peut être sympa juste pour se dire, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Ça, c'est le sens des checklists, ils sont toujours présentés de la même manière. Ensuite, il y a les fiches pratiques. Le plus difficile quand on se met devant un nouveau travail, c'est se poser les bonnes questions. Et ça, rien qu'en soi, ça prend du temps. Et notre intention là, c'était d'identifier pour vous les questions qui mèneront au changement ou à une prise de conscience. Et ça, juste pour vous faciliter la tâche, en fait, vous faire gagner du temps. Et ces questions-là, dans la fiche pratique, on vous invite vraiment à déjà en prendre connaissance et puis peut-être proposer au comité d'église ou à votre pasteur de travailler avec votre pasteur sur ces questions.
parce que dans ces fiches pratiques, on va vraiment faire appel à des choses que le comité d'église a déjà travaillé, c'est-à-dire se reconnecter à la vision, savoir ce qu'on a envie de mettre en place, les ressources, etc. C'est vraiment toutes ces questions de base pour votre communication ou pour tout projet. Donc là, on vous aide même dans la formulation d'un objectif de communication. On vous a mis des verbes d'action. C'est vraiment pas à pas toutes les cases à remplir pour être sûr que vous allez dans une direction ensemble. Ensuite, il y a les fiches de poste. Alors ça, on s'est risqué à quelque chose. On vous a mis quelques exemples où on a rempli un petit peu plus parce que des fois, juste pour vous donner une idée, on a fait la fiche de poste notamment du responsable de communication. Et on a aussi laissé une fiche vierge parce que l'idée, c'est que chaque église ne se ressemble pas et l'idée, c'est que vous puissiez vous personnaliser pour chaque poste présent dans votre église avec vos besoins, avec vos moyens. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut extrêmement pratique. On entend souvent dans comment créer son équipe le texte d'Éphésiens 4 au verset 11. Je n'ai pas demandé à un volontaire, si quelqu'un le connaissait par cœur, je vous le lis. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but, c'est pas de tout faire tout seul, ni avec toujours le même petit noyau hyper volontaire dans l'église, parce que ça, chaque église là, il y a un petit noyau qui est là, qui est toujours volontaire pour faire quelque chose, et ben finalement, il s'épuise au bout d'un moment. Et justement, ce qu'on a envie de vous proposer là, c'est comment réfléchir pour pouvoir rendre attrayant et inclure plus de monde dans vos équipes. Parce que dans l'église, c'est une pépinière de talents et de dons qu'on ne sait pas toujours. Par exemple, dans la fiche de poste, on va vous inviter à détailler de plus en plus ce que vous voulez faire ou les postes. Je vous donne un exemple. Pendant le moment des nominations, vous avez plein de jeunes qui ne sont pas baptisés, qui sont bourrés de talent, dont c'est peut-être déjà le métier, la communication aussi. Et parce qu'ils ne sont pas baptisés, ils ne vont peut-être pas se sentir de se porter volontaire pour faire quelque chose dans votre église. Alors, il y a le poste de responsable, mais il y a encore tout un tas de plein de tâches qui peuvent être confiées à d'autres personnes. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va très bien faire des visuels. Si vous avez un compte Instagram et vous voulez juste trouver quelqu'un qui serait disponible pendant 1 heure par semaine ou 1h30 par semaine pour faire un visuel avec Canva ou je ne sais quoi d'autre et mettre un verset biblique dessus et le poster, je ne pense pas qu'il faille être baptisé pour pouvoir faire ça. Et pourtant, c'est 1 heure par semaine peut-être et ça peut vraiment encourager quelqu'un. C'est ce type d'effort-là qu'on vous propose pour inclure un maximum de monde. Oui. Le temps passe vite. Je suis très hâte de tester une fiche pratique, Marianne. Mais avant de ça, juste, j'aimerais vous dire que chacun d'entre vous, sur les liens, vous pouvez aussi consulter en ligne, mais vous avez la possibilité de télécharger en format PDF le manuel. Si vous voulez le garder et de consulter après offline, voilà, vous pouvez télécharger le PDF. Pour France Sud, il existe déjà un manuel imprimé. Pour nous aussi au France Nord, on va l'imprimer et on espère, et notre but c'est dans notre rencontre RAC annuelle qu'on donne à chaque église un ou deux manuels imprimés. Mais juste là, télécharge le PDF, utilise-le et donne-nous un feedback, dis-nous qu'est-ce que vous pensez, si vous l'avez utilisé ou qu'est-ce qu'on peut changer pour le deuxième. Pour une deuxième édition. Oui, Tammy, c'est possible d'obtenir la rediffusion plus tard, mais la rediffusion reste valable jusqu'à une semaine peut-être. Après, on va le retirer de web. Marianne.
On fait Donc, une chose pratique ou on dit en conclusion de Manuel avant de passer à la chose pratique? non, allez, on se lance. On se lance, on se lance. Je vous envoie un lien ici. Je vous propose de le télécharger. C'est ce fichier-là qui est l'évaluation d'un programme. Mais je voulais juste... Ah oui, alors on reviendra là-dessus après. Parce qu'on a tous vécu un programme, on a tous quelque chose à dire dessus, si ça a bien marché, si ça n'a pas marché. On a vraiment envie d'encourager cette culture de feedback. Pourquoi faire une évaluation? Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il y a des occasions de comprendre quelque chose. Si on n'a pas eu l'adhésion qu'on espérait, c'est qu'on n'a pas réussi à toucher les personnes qu'on espérait, c'est qu'on a quelque chose à améliorer. Donc, cette fiche d'évaluation, on vous la propose. Est-ce que tout le monde peut se connecter à un événement spécial qui a eu lieu dans son église? Soit un événement de fin d'année, soit un concert. Est-ce que tout le monde a quelque chose comme ça en tête? On va partir du principe que oui. Est-ce que je peux avoir des pouces en l'air? Super. Allez, on y va alors. Marianne, est-ce que tu préfères qu'on pense à un événement online ou en présentiel? Alors, celui-ci, alors il y a une fiche qui est précisément pour un événement online, tout à fait Manu, mais ce n'est pas celui qu'on a choisi pour aujourd'hui. Parce que tout le monde n'a pas encore eu la chance de vivre cette configuration-là. Exactement. Et du coup, on a pris la config qu'on pense tout le monde a vécu au moins une fois. Oui. Donc, essayez de réfléchir au dernier programme spécial que vous avez pu voir dans votre église. Et on va voir, donc peut-être que vous n'étiez pas impliqué, donc il y a certaines questions au départ, vous n'allez pas pouvoir y répondre, ce n'est pas grave. On va essayer de comprendre le principe. Donc, il y a eu le coût total, etc. Le nombre de bénévoles. Ça, par contre, je pense que tout le monde a un peu une idée de combien de personnes étaient impliquées, surtout si vous faites partie de ce noyau qui s'implique souvent. Il y avait peut-être une prévision d'audience. Combien de personnes est-ce que vous avez espéré? Combien de personnes sont réellement venues? Et les indicateurs de mesure. Alors, les indicateurs de mesure, qu'est-ce que c'est, Manu? Il y a quelque chose de très simple que vous choisissez de définir si l'événement était un succès ou pas. C'est sûr que dans l'église adventiste, je ne sais pas dans l'autre église protestante, mais dans l'église adventiste, on a peur d'échec. On ne voudrait pas dire non, c'était un échec. Tous les programmes qu'on fait, on veut que tout le monde dise non, c'était super excellent. Mais, mes amis, parfois on fait des programmes qui n'apportent rien à la vision à long terme, rien à l'évangile. Et j'ai pas peur d'échec parce que quand ce n'est pas un échec en fait. Dans chaque événement, tu apprends quelque chose. Et ça te prépare pour être meilleur la prochaine fois. Et par exemple, indicateur de mesure, oui, on peut dire si c'est un événement qui veut ramener des personnes non adventistes à l'église, on peut dire combien de personnes, des visiteurs on a eu dans ce programme. Un autre indicateur de mesure peut être combien de personnes adventistes ont participé. Parfois, maintenant, il y a des adventistes qui participent à un événement qu'on l'invite. Ou peut-être combien de personnes sont impliquées, on a pris la parole, combien de bénévoles. C'est à vous de définir votre indicateur de mesure. Est-ce qu'on s'est fait des indicateurs de mesure pour ce webinaire, Manu? Combien est-ce qu'on voulait qu'est-ce qu'on voulait qu'il se passe après ce webinaire? Alors, par exemple, pour la Fête des Suds, comme c'est le moment où on va lancer notre groupe WhatsApp, à la fin de ce webinaire, pour que ce soit un succès, j'aimerais qu'il y ait plus de 10 personnes dans le groupe WhatsApp. Ça, c'est un des indicateurs de mesure. Ouais. Je vous raconterai seulement après si ça a marché ou pas. Ouais. Voilà un indicateur de mesure pour nous. C'était on a 82 participants à ce moment. On espérait 35. Donc là, pour l'instant, ça marche. Minimum. Voilà, okay. Donc vous avez l'idée. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, c'est peut-être le plus facile, mais mine de rien,
arriver à faire une moyenne de ça, ça peut être vraiment très intéressant comme information à relayer avec votre comité quand vous pensez à la fois d'après. Par exemple, la communication interne, ça peut être les annonces à l'église, ça peut être le Facebook si vous en avez, ça peut être toutes les choses que vous faites d'habitude pour annoncer quelque chose. La communication externe, ça peut être peut-être des choses que vous n'avez pas essayé encore. Est-ce que vous avez l'habitude de créer des cartes d'invitation pour des amis ou est-ce que vous allez chercher les gens? Oui. Le ressenti, l'expérience avec le public, qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'interaction? Est-ce que les gens se sont levés avant la fin et sont partis, par exemple? Est-ce que les gens sont restés jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a eu un moment convivial où on a pu échanger à la fin, etc. Au niveau de la planification, est-ce que le noyau qui s'est impliqué en tant que volontaire s'est senti fatigué parce que tout a été à la dernière minute? Est-ce que ça a été pensé en amont? Et là, je vais parler à des équipes techniques, par exemple. C'est aussi pour valoriser vos équipes. Parce que je vois déjà 2 hochements de tête. Combien de fois est-ce qu'on vient vers vous avec une clé USB à la dernière minute, tu vas me passer ça, alors que vous avez déjà passé 48 heures à tout préparer et que vous vous sentez du coup pas compris dans ce que vous offrez à votre communauté et de ce que vous aussi vous offrez et qui est indispensable parce que sans vous, ce programme n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est tout ce travail-là d'évaluation, c'est vraiment pour faire comprendre à toute la communauté qu'on n'est pas seul et que tout ce qu'on va réussir à mettre en place, c'est l'effort de tous, avec le même respect pour tous et l'envie de faire participer un maximum de monde. Et je voudrais dire aussi quelque chose. Tout le monde qui travaille dans la communication, c'est quelque chose d'important. Parfois, communication, il a besoin d'argent. Quand on parle de médias, tout de suite, on parle d'argent. Quand tu veux acheter une caméra, un projecteur, un microphone, une lumière, tu dois dépasser quelque chose. Et dans l'Église, mais pourquoi, et ça pose cette question, pourquoi on dépense d'argent pour communication? Et voilà, cette évaluation, en fait, aide nous et l'Église de savoir, voilà, nous avons préparé quelque chose et voilà le résultat. Les objectifs et les attentes, là, je pense que les questions, elles sont déjà explicitées assez clairement, avec Ouais. quelques questions ensuite. Alors, du coup, on va vous laisser 5 minutes pour faire votre fiche d'évaluation sur un programme de votre Église. On aimerait que vous puissiez vous lancer dans cet exercice maintenant. Et on est là. Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et vous nous la posez en direct. Comme ça, si vous butez, on va revenir vous voir dans 1 minute. Déjà pour savoir si tout se déroule facilement ou pas. À vous. Super. Ne restez pas bloqué sur une question. Si ça ne vient pas naturellement, passez à la suivante.
c'est une première tentative. Donc, Peut-être pour... il y a des personnes quand ils regardent les questions, quel était le but recherché par l'événement. Parfois, mais on n'avait aucun but, on n'a pas défini en avance. Et comme ça, tu rentres dans une manière de préparer l'événement. ça va faire une jolie transition, Christiane, hein. Peut-être qu'on va laisser Yep. 4 minutes à la place de 5, parce que voilà le timing. Mais on est déjà à 2 minutes 48. Une des questions très intéressantes, c'est quels ont été les points forts de l'événement? Arriver à dire, à poser en encouragement tout ce qui s'est bien passé, c'est aussi très important parce qu'on peut aller rechercher plus de ça avec facilité. Et toujours arriver à se connecter à ce qu'on sait déjà bien faire pour en faire plus, c'est toujours encourageant, ça donne envie de continuer d'être sur cette lancée. Et essayez toujours d'être objectif dans ce que vous avez vu comme point faible. On essaye toujours de proposer quelque chose. On ne souligne pas juste quelque chose qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Et l'idée de cette évaluation, c'est de réfléchir à ce qu'on peut proposer à la place. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour avoir un autre résultat? Oui. Peut-être c'est bien de choisir 2, 3 personnes d'église et que vous donnez cette question, de lui demander après un événement, est-ce que vous pouvez remplir pour moi cette questionnaire? Comme ça, on voit un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que pensent d'autres personnes qui n'ont pas participé à formation d'un programme. Ils ne sont pas direct impliqués, juste voilà, comme un spectateur, comme un, Est-ce que parmi vous, il y aurait déjà un volontaire qui verrait quelque chose à ressortir comme intérêt ou qui voit un intérêt nouveau pour ce type d'évaluation? Vous pouvez réactiver votre micro. 14 secondes pour trouver le volontaire, d'après le chrono de Manu. Ouais, bonjour, je voulais faire part de quelque chose. Oui, François. Ouais, bonjour, François Danoncourt, je suis un ancien dans l'Église de l'Essentiel. En me faisant l'exercice, là, je me suis rendu compte de la limite de faire l'exercice, donc l'évaluation, tout seul. Super. Parce que là, on évalue un événement d'église. Et moi, en l'occurrence, j'ai évalué un événement qui s'est passé dans mon église avant-hier. Mais je pense qu'on y gagnerait beaucoup à faire ça à plusieurs. Alors peut-être d'abord chacun de son côté et puis mettre en commun ensuite. Ou alors se retrouver tout simplement au téléphone dans une conférence téléphonique post-événement et puis parcourir cette grille ensemble. Parce que là, je me rends compte que moi, il y a plein de choses dont je ne me suis pas rendu compte et je suis sûr que le bilan serait plus bénéfique que si on faisait ça à plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Peut-être il y a des questions. Pourquoi c'est la communication qui propose cette fiche d'évaluation? Ouais. Parce qu'on part d'un principe, tout ce qu'on fait dans une église communique quelque chose. Chaque événement qu'on fait dans une église, il communique quelque chose et c'est pour ça que c'est important et c'est le rôle de communication de dire, OK, est-ce qu'on a communiqué avec cet événement? Qu'est-ce que nous avons vu communiquer? Voilà, j'ai vu quelqu'un. Oui, j'ai une question. Donc, dans la fiche,
vous faites une différence entre la communication, que ce soit interne ou externe, et la promotion. Donc, je pense à un événement qui était des caractères internes, mais il y aurait deux tableaux là entre la communication et la promotion. Quelle serait la différence pour parler, pour annoncer l'événement, donner envie, etc. Promotion, c'était aussi peut-être des supports de promotion un peu qui sortaient de l'ordinaire. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de faire cette distinction peut-être. La distinction la plus importante serait la communication interne et la communication externe. Ok. Donc, Celle de l'habituel dans l'église peut-être, et sur les réseaux internes, peut-être un WhatsApp, les annonces, etc. Peut-être Et tout ce qu'on peut faire ailleurs. dans la promotion, on parle vraiment de marketing de l'événement. Dans la communication, on parle aussi de communication entre tous les membres d'équipe. Parfois, quand on organise un événement, on se trouve sur place, voilà, on n'a pas communiqué cette information que c'était très utile. On n'a pas parlé de ça, par exemple, externe aussi. On n'a pas dit à tout le monde, par exemple, si c'est un code vestimentaire, on a oublié de dire ça. Je ne sais pas. Ok, Marianne, on prend un ou deux réponses encore. Après, je suis impatient d'entendre Christiane. Impatient, exactement. Est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions avant qu'on laisse la parole? Hop, non. Alors, je crois que tout le monde est aussi impatient que nous, Manu. Ok. Alors, qui es-tu, Christiane? Christiane Capitz est docteur en sciences de l'information et de la communication. Elle est chargée d'enseignement dans des grandes écoles d'ingénieurs à Lyon, au titre de formation humaine dans 2 domaines, le domaine passionnant de l'éthique de l'ingénieur et la communication sociale des sciences. Et on a aussi de la chance parce que c'est une ancienne très engagée dans son église locale. Donc, pour cette communication d'église, elle a non seulement le côté professionnel, mais elle a aussi le vécu dont on va pouvoir bénéficier ce matin. Donc, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et la parole est à toi. Voilà, merci Marianne, vraiment d'abord de ton invitation, de l'invitation de l'équipe. Et puis, je dis que c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. C'est vrai que la communication, c'est quelque chose, quand j'y pense, qui a fait partie d'un parcours assez vaste et qui s'est construit sur quelques années. Je n'avais pas prévu au départ d'aller jusqu'à une thèse, mais voilà, mon cheminement a fait que j'ai fait cette thèse et j'ai travaillé sur des questions éthiques, sur la façon dont se construisait ce discours dans les médias sur l'éthique. En même temps, j'observais les pratiques du Comité national d'éthique que vous connaissez certainement. Et ça, c'est juste pour moi. J'ai beaucoup de plaisir à communiquer aussi avec les Romarins. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis responsable de la cellule communication avec Pierre Gentizio. Et j'ai vraiment énormément de plaisir à le faire parce que je découvre aussi qu'un des domaines que nous craignons, cette vieillesse, eh bien, elle est porteuse de plein de choses. On a plein de projets et il y a de belles choses à vivre ensemble. Et il y a peut-être des choses encore à faire connaître à l'Église. Alors, on a parlé beaucoup et vous avez un manuel particulièrement bien fait. Je voudrais vraiment vous remercier parce que ça signe déjà une volonté de professionnalisme et je crois que la communication a besoin effectivement, surtout aujourd'hui, d'être autre chose que de l'amateurisme, mais c'est aussi, un apprentissage chaque jour et vos fiches d'évaluation montrent bien qu'on est toujours dans quelque chose qui peut être amélioré. Et l'intérêt, c'est d'être vraiment attentif à ce qu'on a fait, se réjouir de ce qui a été fait, comment ça a été fait, et en même temps, l'améliorer, trouver vraiment les formes et les moyens de l'améliorer. Alors, je me suis intéressée au sens de la communication, parce qu'on a l'impression, quand on pose la question, mais pourquoi on communique, on a tout compris, le sens, il est déjà là. On communique parce que
on est impliqué, parce qu'on est attentif à la mission de l'Église, parce qu'on a envie que l'Église poursuive cette mission, est-ce que c'est vraiment suffisant pour donner du sens? Déjà, dans le pourquoi, il y a pourquoi. C'est-à-dire, on a déjà pour quel objectif. Et le manuel insiste beaucoup sur les objectifs de communication. Pour moi, la difficulté, c'est que parfois, il y a la question du public, la cible, le récepteur. Dans l'Église, on a l'impression de connaître tout le monde. En réalité, je ne suis pas sûre qu'on se connaisse toujours aussi bien les uns que les autres. Et donc, on communique dans l'Église, donc tout paraît clair. Tout ne paraît pas forcément aussi clair que ça. Et je pense qu'il y a vraiment, pour la communication interne, un effort à faire pour connaître chacun, pour aller à la rencontre de chacun, pour essayer de savoir quels sont les talents, les atouts, les envies de chacun et pouvoir leur laisser la place justement au sein de ces communications lorsqu'on repère des talents de communication, des talents de dessin, des talents techniques, etc. Donc c'est important, c'est pourquoi on le fait parce qu'on sert quelqu'un que l'on connaît et en même temps, on a à cœur que cette mission remplisse son rôle. Maintenant, il y a une question très, très importante que pose l'une des disciplines de la linguistique, la pragmatique, qui me paraît essentielle. Comprendre ce qui se passe quand nous communiquons, quand nous parlons. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on est juste dans la transmission de quelque chose? Est-ce qu'on est juste dans quelque chose, un geste purement technique? Quelles sont les caractéristiques de cette communication? Et là, je pense qu'il faut se poser quelques questions. La pragmatique, elle pose en tout cas 3 questions qu'on l'on connaît. Qui communique ou qui parle? Avec qui? À qui? Et pour qui? C'est des questions basiques, mais c'est important de se les rappeler et de se les poser. Alors qui, on se dit, bon, on connaît l'identité, effectivement, on est communicant, on est des adventistes quand on est face à la communication externe, mais on est dans un réseau beaucoup plus vaste. On est connecté à la fédération, à l'union, etc. On est Église mondiale. Et donc, tout ça, ça participe à l'identité que nous portons. L'identité, ce n'est pas juste l'Église locale. Et je m'aperçois qu'il y a peut-être une ambiguïté parfois. Quand on pense l'Église, on pense locale. C'est-à-dire, on ne veut pas voir autre chose. Et je crois que c'est important parce que ça donne de la valeur aussi à cette action de communication. On ne communique pas simplement pour soi, entre soi. On communique parce qu'on est investi de quelque chose à titre collectif. Et puis, le qui renvoie aux questions de légitimité. Qui communique, ça veut dire qui est capable de communiquer, qui a choisi de communiquer et de se former. À qui? Est-ce que ce sont des groupes de personnes clairement identifiées? Est-ce qu'on connaît exactement ces personnes? C'est important de clarifier ces choses-là. Lorsque l'on communique à titre externe, c'est est-ce qu'on connaît l'institution? Comment on la connaît? Qu'est-ce qui nous a permis de la connaître? Que connaît-on d'elle? Avec qui? Donc là, on est un groupe. Est-ce qu'on communique avec un groupe ou un collectif ou avec un individu isolé? Et pour qui? Ça fait surgir la question de l'intention de la communication. À qui cette communication doit-elle bénéficier? Quels en sont les destinataires réels? Est-ce qu'on les connaît? Comment ou par quel biais les connaît-on? A-t-on quelque chose en commun? Qu'est-ce qu'on partage en commun? Dans tous les cas, il est vraiment important d'explorer ce qui nous est commun ou supposé commun entre les communicants et leurs cibles. Et parfois, on a l'impression que les choses sont forcément communes, puisqu'on appartient à l'Église, c'est forcément quelque chose de connu. Alors, on pourrait dire finalement la communication, elle se caractérise par une relation, la création d'une relation, la création d'un échange avec des gens qu'on connaît ou qu'on connaît moins, ou qu'on est supposé connaître, et donc peut-être qu'il y a un effort à faire. Ce n'est pas simplement une transmission d'informations. Il faut absolument connaître avec qui on communique. N'oubliez pas que la communication, c'est le moyen important
de créer un lien et un lien fort, et pas simplement un moyen. Alors, si pour ceux qui pensent que le sens est immanent, qui pensent que le sens de quelque chose est clairement identifié, je vais déconstruire ça. Le sens de ce qu'on fait procède d'une construction. Ça, c'est tout un champ de la communication, c'est-à-dire qu'on a un sens qui est lié à la grammaire, à ce que veulent dire les mots, les expressions, etc. Mais parfois, on est piégé, parce que quand on ouvre un dictionnaire, on s'aperçoit de la polysémie des termes. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça. Quand on communique, on est confronté avec plusieurs sens. Si, par exemple, je prends simplement le mot « sens », le mot « sens » peut vouloir dire une direction. Il peut vouloir dire le sens comme le toucher, le sens physiologique. Il peut vouloir dire aussi la signification. Vous voyez qu'on est dans une polysémie qu'il faut absolument maîtriser. On peut aussi dire, si on se base sur l'une des disciplines de la linguistique, toujours la sémiotique, que le sens se comprend à partir de la notion de ce qu'on appelle un dispositif. Et on peut alors dire que le sens est construit selon une stratégie de communication. Alors, j'ai envie de vous communiquer, de partager avec vous mon écran pour un document que j'ai préparé justement pour illustrer cette notion de dispositif. Vous avez ici la une d'un journal Réforme et vous voyez que la une est pensée pas n'importe comment, avec une photo immense, avec 3 titres qui sont des titres de rubrique. Et ceci participe au sens que l'on veut vraiment donner à la communication de l'information. D'emblée, un événement qui est l'événement phare qu'on veut mettre en avant, et puis des événements annexes. Et puis, quand on est à l'intérieur, il y a un déploiement de l'information. Ça a un sens et on ne met pas n'importe comment. On ne met pas une photo en grand pour dire n'importe quoi. C'est vraiment ce qui constitue le sujet central d'un dossier. C'est la même chose aussi pour un site. Sur la une d'un site, on veut mettre en évidence quelque chose. Et il faut peut-être considérer la page d'accueil comme une une d'ailleurs. Vous avez aussi d'autres dispositifs comme, par exemple, un article. Et là, vous avez tout de suite, quelque part, la possibilité de comprendre que c'est un commentaire. Ici, c'est un article d'Antoine Louis sur sa lecture biblique. Ici, c'est un auteur qui est ici un écrivain qui intervient et qui va intervenir, qui va tenir une page à chaque fois, mais vous voyez que le dispositif à l'intérieur de mise en page n'est jamais le même. On est dans le même journal, mais on a utilisé des processus de mise en page différents pour signifier quelque chose, c'est-à-dire pour dire un sens différent. Et c'est important de comprendre que le sens, nous le construisons. Nous définissons, par exemple, ce qui est le plus important, c'est-à-dire que nous allons tout à fait pouvoir montrer ce qu'il convient de mettre en évidence, ce qui est plus important. Et si je vous ai mis aussi un dispositif que vous connaissez, c'est un programme télé. Ce n'est pas du tout le même dispositif, mais on le reconnaît parce qu'on a l'habitude de l'avoir. Ici, c'est une grille de programme radio. Et vous voyez qu'à chaque fois, le dispositif est différent. Voilà, donc vous avez à peu près compris que le dispositif, c'est une organisation qui permet de donner une importance différente, une place différente aux éléments d'information que l'on va choisir. Et donc, quand je parle de construction, c'est précisément parce que, justement, on est dans quelque chose que nous voulons construire. Cela ne concerne pas simplement l'information côté émetteur, mais ça concerne aussi la cible, le récepteur, parce que le public va analyser le document qui lui est soumis. En information, en communication, on parle de co-construction. Le sens n'est pas tout fait, c'est-à-dire qu'il se construit
avec la personne qui reçoit cette information, qui sait lire cette information, qui sait l'interpréter ou pas. Et donc, c'est important de considérer cette co-construction dans cette notion de dispositif. Et à ce stade, je trouve que le manuel insiste bien sur cet aspect, le travail d'équipe. Et c'est un travail donc dans lequel vous pouvez penser votre dispositif, dans lequel vous pouvez l'analyser, dans lequel vous pouvez le critiquer, même en se disant finalement, est-ce que ça convient bien à ce que nous pouvons faire? La deuxième chose du sens, c'est le caractère symbolique de ce que nous échangeons. Lorsque nous échangeons des informations, nous supposons que nous avons un langage commun. Nous parlons, disons tous, le français. Nous comprenons le français. La symbolique, c'est la capacité d'utiliser des signes, ce n'est pas simplement l'alphabet, ça peut être des icônes, des images, des vidéos, et de la comprendre. On parle aussi de la symbolique des couleurs, de la symbolique des formes, de l'espace, de ses directions. Le code de la route utilise les symboles que nous avons l'habitude de voir et de comprendre pour pouvoir se déplacer dans la circulation. La charte graphique dont parle le manuel, c'est aussi un système symbolique qui définit l'identité de celui qui communique. Le logo fait partie de l'univers symbolique, il représente une société et il représente une institution. Et le logo de l'Église adventiste, lorsqu'on le consulte, permet de comprendre ce que c'est le caractère symbolique. Chaque élément est pensé comme un élément signifiant. Rien n'est choisi au hasard. Et vous comprenez que le sens, ce n'est pas simplement je vois une image, mais cette image véhicule quelque chose de fort que je veux transmettre. Et quand on impose le logo de l'Église adventiste sur sa communication, c'est tous ces éléments qui permettent de l'identifier comme étant l'Église qui a un message spécifique, une vision spécifique. Et je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Ce symbolisme renvoie à un univers commun ou supposé commun. Mais en même temps, elle n'est pas toujours aussi commune que nous le supposons. Et donc, ça nécessite une clarification de ce que nous communiquons pour nous assurer que la personne a bien compris quelle est l'intention, mais quelle est surtout la signification de ce que l'on a partagé. Cette notion de dispositif, j'y reviens quelques minutes. C'est une notion qui a été très élaborée, en fait, qui fait référence à des champs interprétatifs différents, qui sont sociologiques, linguistiques ou sémiotiques. Voilà comment a été défini le dispositif par un philosophe qui s'appelait Michel Foucault. Il est défini comme un ensemble hétérogène qui comprend des discours, c'est-à-dire du dit ou du non-dit, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, on pourrait dire religieuses aussi, morales, philanthropiques, etc. Bref, c'est du dit aussi bien que du non-dit. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qui s'établit, qu'on établit entre ces différents éléments. Je crois que dans la communication d'église, c'est très important d'avoir en tête cette notion de dispositif. Le dispositif, ce n'est pas simplement ce qu'on échange, c'est le réseau, la signification, le lien qu'on établit entre les différents éléments sur lesquels on communique. Un usage commun définit le mot comme une manière de disposer des éléments, un agencement, une méthode, une procédure. Ce concept apparaît un peu comme un intervalle, une médiation entre des univers ou des individus co-présents, par exemple l'émetteur et le récepteur. Et c'est bien un dispositif qui peut servir à donner du sens. Pourquoi pratique-t-on ainsi? Je suis toujours assez surprise de voir
la façon dont se construisent parfois les sites, il est vrai qu'on a un certain nombre de facultés aujourd'hui, de facilité d'utilisation et de construction d'un site à partir d'une maquette préétablie. C'est formidable, prête à l'utilisation. Alors nous, en tant qu'Église, on se dit c'est super, ça c'est bien, c'est joli, ça me plaît. On est particulièrement sensible à l'aspect esthétique, mais pas du tout, ou beaucoup moins en tout cas, à l'aspect du dispositif, c'est-à-dire la façon dont les éléments entrent en résonance les uns avec les autres sur un site. Entrent en résonance, et dans la presse, on a beaucoup étudié ce rapport texte-image, la façon dont les éléments répondent ou permettent de donner du sens à ce qui peut être dit. C'est valable pour l'image, mais c'est valable aussi pour des réponses, par exemple. Et donc, cette utilisation de maquettes préétablies, si elle est agréable, si elle est vraiment intéressante, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec cette maquette? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Est-ce qu'il est bien juste de poser cet élément, etc. Et vraiment avoir une réflexion importante pour ne pas simplement se donner l'impression que ce qu'on fait est esthétique. Ça, c'est un peu le piège. C'est esthétique, ça plaît, donc c'est bien. Ben, peut-être qu'on peut aller au-delà. Ainsi, non seulement dans nos choix, on choisit des informations, c'est-à-dire du texte, des images, peut-être des plans. Lorsque vous êtes sur un site, vous mettez le plan pour se repérer et pour que les gens puissent venir à l'église, des icônes, des vidéos, mais on les classe, on les hiérarchise, on les contextualise, on les répartit dans l'espace. C'est la question de la maquette, par exemple, que nous avons vue. Ainsi, on détermine donc pour le lecteur, l'auditeur ou le spectateur ce qui est important de lire, de comprendre et de retenir. Donc, vous voyez que le sens, ce n'est pas simplement celui qu'on donne, c'est celui qu'on construit et c'est celui aussi que la personne pourra s'attribuer lorsqu'elle verra cet agencement, lorsqu'elle verra cette communication. Maintenant, la question du sens de ce qu'on fait, c'est aussi la question des valeurs. Les valeurs dont on est porteur, pas simplement en tant qu'Église. Là, je voudrais poser la question, par exemple, aux communicants. Comment, à titre personnel, quelles sont les valeurs auxquelles je suis particulièrement sensible et qui vont m'animer particulièrement dans tel et tel événement sur lequel je communique, dans tel type de communication. Nos valeurs, on les connaît, c'est sûr. On pourrait aussi se réfugier derrière ce logo Église en se disant la question des valeurs, elle est posée. Non, il me semble que la question des valeurs, elle est toujours à l'œuvre dans la communication à titre personnel comme à titre collectif. Ces valeurs, nous les connaissons, c'est l'amour, c'est le pardon, la bonté, la générosité, la reconnaissance, la patience, le courage, la responsabilité, la fidélité, l'authenticité, l'engagement. Et vous voyez qu'ici, ces valeurs, elles sont importantes parce qu'elles vont peut-être déterminer la tonalité de ce que je communique. Et c'est important peut-être je ne vais pas communiquer de la même manière si je communique en me basant uniquement, par exemple, sur le courage et l'honnêteté, que si je communique, par exemple, sur la générosité, la responsabilité, la fidélité, l'authenticité. Il me semble que c'est important pour moi de me situer et dans chaque acte de communication, c'est-à-dire c'est vraiment jamais posé de façon définitive. On peut aussi réfléchir à la façon dont on investit le ministère qui nous a été confié. Finalement, pour moi, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur? Comment je me reconnais dans ce ministère? Comment je désire m'engager? Car il est vrai qu'il faut bien comprendre que la communication, c'est un engagement d'abord de soi. On engage quelque chose de soi, quelque chose de ses valeurs, quelque chose de ce qui est important pour soi.
Alors, je voudrais dire peut-être en terminant que votre travail est vraiment très précieux. Je dirais la communication, c'est irremplaçable parce que c'est précisément l'action par laquelle on va se faire connaître et on établit peut-être d'avance ce dont le public va pouvoir se saisir, comment le public va pouvoir se saisir de ce qu'on communique. Je cite un auteur qui dit la chose suivante: le christianisme ne se résume pas à l'appartenance à l'Église, il est aussi un ensemble de valeurs, un lien à l'autre, à l'idée de charité. Et je voudrais terminer sur cet aspect-là pour insister sur le fait que on ne peut pas se cacher derrière une identité, même si cette identité est merveilleuse et que nous l'apportons et que nous y adhérons. On doit nous-mêmes s'investir, s'engager, s'approprier cette idée et ces valeurs. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. On va laisser un petit temps de questions-réponses pour toi. Merci. La parole est à vous. Je vois que on a quelques questions au niveau de Manuel, mais avant de ça, voilà, on a reçu on a reçu une question. Je ne sais pas si c'est vraiment sur communication, mais pourquoi pas. Marianne, tu veux le lire? C'est sur Alors, chat. comment remédier au manque de chaleur ou d'amour au sein de l'Église, particulièrement les grandes églises? Christiane? Oui, alors écoutez, on peut en faire une question sensible pour la communication. Peut-être que ce manque de chaleur, c'est aussi un manque de lien entre nous parfois, il faut bien l'avouer, et donc peut-être être davantage ouvert aux autres, leur donner la parole. Je vois parfois dans les églises, c'est très difficile de donner la parole et une place à tous ceux qui ont envie d'intervenir. Et je crois que c'est important de considérer qu'on est vraiment complémentaires les uns des autres et qu'on a besoin de laisser la place à l'autre afin qu'il sente aussi la place qu'il a et la façon qu'il a aussi, qu'il puisse se saisir de la façon dont il considère l'Église. Alors c'est vrai, la chaleur, c'est une question de communication, c'est comment on communique les uns avec les autres. Et ça, c'est de la communication directe souvent. Et je crois que ça participe beaucoup du ressenti de notre vie d'Église. Maintenant, je crois que tout dépend des églises. Moi, je n'ai pas toujours l'impression que l'Église manque de chaleur, mais peut-être que l'Église parfois passe par des phases qui donnent cette impression. Alors, essayons peut-être d'être à l'écoute les uns des autres et donnons la parole le plus possible. Tout à l'heure, j'ai remarqué dans la présentation du Manel qu'on insistait beaucoup sur le fait que du retour. Et j'aime bien cette idée, quand on fait quelque chose, essayer de voir comment les autres le considèrent. Voilà. Peut-être la première chose, c'est justement de s'intéresser aux autres particulièrement. Super. Même question, comment on peut lier par le biais de la communication un esprit de pardon, d'authenticité, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'Église? Question intéressante. Alors là, on est peut-être plus dans la communication directe. Et je trouve qu'effectivement, cette question du pardon est une question difficile pour l'Église. Je le vis parfois avec douleur depuis très longtemps. C'est peut-être l'impossibilité pour nous non pas de reconnaître les choses, mais peut-être de les partager avec nos frères et sœurs. Et peut-être que ça tient à la façon dont nous considérons ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui doit être, ce qui ne doit pas être.
Le pardon, c'est vraiment la possibilité de donner à l'autre sa place, quoi qu'il en ait été. Et hier, j'ai un exemple tout frais, vraiment. Dans l'église, nous avons accueilli, enfin, c'était inattendu, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis des années, qui avait demandé sa radiation, qui ne voulait plus avoir du tout de contact avec l'église. Et cette personne est restée, elle n'a pas voulu du tout être en communication avec les uns et les autres, sauf 2 ou 3 personnes de son entourage. Des personnes qui ont continué à communiquer avec elle, à avoir un lien avec elle. Et peut-être que ce n'est pas du tout étranger à la façon dont elle est revenue. Elle était heureuse de revenir. On avait l'impression qu'elle s'était juste absentée quelques minutes. Et je trouve ça merveilleux. Et je crois que ça demande de notre place de regarder celui qui revient quand il s'est absenté, quand il s'est éloigné de l'Église, comme quelqu'un qui a autant de valeur, peut-être même plus que celui qui est là. Comment faire entendre ce discours d'amélioration de la communication aux responsables, pasteurs, anciens comités? Je constate que la démarche projet est incomprise, voire pas acceptée. Alors, oui, peut-être que je vais laisser quelqu'un répondre. Alors, moi, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que on a tous des blessures. Dans l'Église, je crois que tout le monde a vécu un moment de pas agréable. J'ai tendance aussi à penser que on peut aussi se dire que ce qu'on va mettre en place, nous, sur ce qu'on ne peut pas changer chez les autres et qu'on aimerait qu'il reste une blessure pour nous, qu'est-ce que nous, on a envie d'apporter aussi. Et quelque chose que en fait, tout ce qu'on va mettre en place pour accueillir à notre niveau, même s'il y a une douleur qu'on espérerait des fois avoir des demandes de pardon, des s'il te plaît, des choses comme ça, si nous, à notre niveau, on le met déjà en place, c'est aussi quelque chose qui se propage et qui fait des petits. Et je trouve qu'à la place de nos équipes com, par exemple, là, on parle plus précisément de la com, c'est un endroit de choix où on peut inclure un maximum de monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, j'ai l'exemple de Collonges qui me vient en tête, mais vous êtes tellement d'églises à faire la même chose. Quand je vois que pour le culte filmé, il y a toujours des ados qui sont là. Des personnes qui viennent à l'église pour peu de fois, je vois Neil sourire, il pourrait mieux en parler que moi parce qu'il est impliqué dans cette équipe. Mais c'est des choses qui me touchent. Quand on arrive à laisser la place à l'autre, c'est pas juste je te prends dans mon équipe et ça, c'est toutes les conditions pour qu'une équipe marche. C'est vraiment dire à l'autre, tu as ta place, tu as ta liberté aussi. Je suis là pour t'accompagner. Et peut-être que des fois dans l'Église, dans ce qu'on a envie de mettre en place, on peut revoir à la baisse certains des objectifs suivant les personnes qu'on a envie d'accueillir parce qu'on a vraiment envie de laisser la place. Laisser la place, ça veut aussi dire laisser une grande marge de liberté pour que la personne, elle ne sente pas juste qu'on la tolère ou qu'elle fait partie d'une équipe mais qu'elle n'ose pas trop s'avancer. Ça veut dire que dès le départ, on lui dit « Je suis là pour t'accompagner, je suis à tes côtés, j'ai envie de savoir quelle est ta voix, elle est aussi importante que la mienne et je suis là presque comme un coach. » Et dans les équipes de communication, je trouve qu'on a une place privilégiée pour ça, pour aller toucher beaucoup plus facilement plein de monde pour communiquer. Parce que nous, avec nos petites équipes, on ne peut pas toucher toutes ces personnes-là. On a besoin de tout le monde pour arriver à toucher des cercles d'influence qu'on ne pourrait pas nous toucher. Et cette démarche de pardon qu'on aimerait aussi avoir, peut-être que nous, déjà engagés, on n'a pas accès à ces personnes-là. Tu donnais un exemple de quelqu'un qui est revenu à l'église. Est-ce qu'elle a eu contact avec quelqu'un dont tu ne sais pas? Comment ça se fait qu'elle a refait le pas de revenir? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr que cet espace d'accueil, quand quelqu'un revient, est présent et que chacun à un autre niveau, on peut vraiment faire sentir
une atmosphère de bienvenue. Tu as ta place, tu as quelque chose à apporter, quel que soit là d'où tu viens. Oui, peut-être qu'il y a une place, Marianne, pour la réjouissance, se réjouir vraiment. C'est-à-dire quand quelqu'un a connu un événement difficile ou s'est éloigné de l'Église et revient, ou bien quelqu'un a fait quelque chose qu'il considérait ne pas devoir être en ordre, eh bien, être heureux vraiment qu'il revienne. Cette espèce d'accueil est important. Et cette joie, il me semble que c'est la parabole des deux fils. Lorsque le fils revient, c'est la joie, c'est la fête. Est-ce que nous sommes capables de faire la fête lorsque quelqu'un qui se sent peut-être pas légitime revient? C'est toute la question. J'ai une question pour Christian. Je pense que chaque communicateur, il a trouvé une manière de communiquer à l'intérieur de l'Église. Oui. Bien sûr, chacun utilise son propre style, son propre mot, mais parfois on doit communiquer à l'extérieur de l'Église. Et là, je pense qu'on se bloque parce que parfois on utilise le même langage qu'on utilise dans l'Église, un langage qui touche personne. Est-ce que vous avez des conseils pour nous en ce moment? Comment on peut communiquer mieux aussi à l'extérieur de l'Église, avec les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'Église? Tout à fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas un langage commun avec l'extérieur. On a un langage qui est un langage de spécialité, c'est un langage religieux, en plus parfois un patois qui nous appartient. On parle du pardon, du péché, toutes ces notions, l'extérieur ne les a pas acquises. Je me rappelle en communication, en éthique, j'insistais sur les valeurs et je parlais de la fidélité parce qu'en fait, la valeur majeure dans un couple, c'est la fidélité, ça ressort de tous les sondages. En fait, quand on creuse cette notion, on s'aperçoit qu'on ne parle pas de la même chose. La fidélité, ce n'est pas la fidélité à quelqu'un, c'est la fidélité par rapport à moi. C'est-à-dire, je suis infidèle quand je suis infidèle à ce que je m'étais engagée à vivre. Voilà. Donc, on a un langage qui ne nous est pas commun et il me semble qu'il faut qu'on fasse un effort qui est identique à celui des vulgarisateurs de la science. Il faut qu'on vulgarise notre langage. Il faut peut-être qu'on retravaille là-dessus pour savoir parler du péché autrement, pour savoir parler du pardon. Le pardon, ça c'est bien compris, mais qu'on fasse vraiment un effort pour se dire, pour quelqu'un qui connaît rien du tout, peut-être pour qui la foi n'est rien du tout, la religion ne le touche pas, comment je vais pouvoir lui expliquer ou lui dire quelque chose qui m'est familier, que je côtoie depuis des années, mais pas pour lui. Et ça, c'est de la vulgarisation. Se mettre à la place de l'autre, peut-être essayer de voir quel est son champ c'est parfois difficile. Quand on pense à la communication externe, on va s'interroger sur le public. Parfois, on va le cibler, parfois pas du tout. La question des publics, elle est posée en sociologie parce qu'on parle des publics. En fait, on n'a pas un seul public et ça rend la chose très difficile. Alors, il faut essayer de connaître son public. Moi, je trouve que l'interaction avec le public est intéressante quand on demande aux gens, par exemple, de remplir une fiche ou de poser la question, qui êtes-vous, quel est votre parcours, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a touché. Déjà, on a des éléments de réflexion qui permettent de communiquer avec lui. Mais c'est vrai que c'est une question importante parce que la question du récepteur, du public, pour nous, c'est un collectif. C'est quelque chose de... Là aussi, on lui donne un sens qui est un sens qui n'est pas tout à fait celui du public, qui n'est pas suffisamment précis, je veux dire. Merci beaucoup. Marianne, c'est lui qui pose une question. Oui. Pour cela, il faudrait que ce département ait sa réelle place dans la communauté. Souvent, ce département passe en second plan et ne peut jouer son véritable rôle. Il y a déjà des personnes en accord avec Gabi. Ouais. Je pense que... Alors là, je reviens de pastoral et je sais que Manu, ils ont eu leur pastoral aussi en Fédénord aussi. Et j'ai été très touchée parce que le manuel, on l'a chacun de notre côté présenté au pasteur. Et il a été super bien accueilli. Et je sais que vos pasteurs n'attendent que ça aussi d'avoir... Je pense que quand on a la place qu'on veut avoir, alors si on estime qu'elle n'est pas suffisante, à nous d'aller voir le pasteur et dire « Je veux un petit entretien, je veux venir, je veux qu'on discute ». Et vos pasteurs sont plus que
ouvert à ça. Et je pense que tout le monde aurait à y gagner. Si vous avez sur le cœur quelque chose que vous voulez voir changer, ouvrez la bouche, allez-y, parlez avec votre pasteur. Et ce changement, si dans votre communauté, c'est quelque chose qui est nouveau comme fonctionnement, il faut quand même dire qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de nouveautés et une prise de conscience de la place de la communication aussi qui a été renforcée. Voilà, toutes ces choses-là, elles se mettent en place et je pense que c'est notre responsabilité de prendre le téléphone et dire j'aimerais bien qu'on discute. Et si vous pouvez partir avec juste cette démarche-là, je pense que ce serait super. Et voilà, lui, il pose une question, comment intégrer, sensibiliser les membres d'église à ces procès de communication. Exemple, la diffusion du culte sur YouTube. Il y a des choses simples, mais comment leur faire comprendre de ne pas passer devant la caméra, d'attendre le micro baladé pour intervenir, etc. Comment on peut faire ça dans l'église? Ouais, ça fait partie des nouveautés, hein. Ça fait partie aussi de notre actualité Covid. On est passé de l'anonymat à la lumière des caméras. Et donc, ce n'est pas évident de faire comprendre à l'Église que c'est important. C'est important de se montrer, c'est important pour qu'on puisse être identifié. C'est important parce qu'on est dans un monde où l'image a acquis une place incroyable. Il faut qu'on soit honnête quand même. Cette image, elle est véhiculée en permanence et nous sommes amateurs d'images, de vidéos, de films, etc. Donc, il est naturel quelque part que passer un moment derrière la caméra, ça devient indispensable aussi à notre communication. Maintenant, il faut bien travailler sur pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Et peut-être dans une formation avec l'église locale, la meilleure chose à faire, c'est de prendre quelques images de YouTube avec l'église, de dire, écoute, regarde quelle est notre image à ce moment sur YouTube. Tu vois, des personnes qui se baladent, comment on peut améliorer cette image, et voilà, on peut avoir des choses très claires. Bon, Marianne, est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'on a une dernière question? Pour ne pas couper sans avoir prévenu. Et après, on va passer à Pedro qui a quelques informations à nous communiquer et on va après vous laisser nous passer sur le grill avec l'outil d'évaluation, le rôti. Donc, c'est à moi maintenant, c'est Non, ça? pas encore. Ah. On attend une question, encore une question. J'ai mal compris, Alors, désolé. Mais c'était une question pour Christian, Pedro, s'il te plaît. Christian, tu as parlé un petit peu de bien choisir notre public cible, à qui on parle. Et peut-être, j'annonce déjà qu'on voudrait définir un webinaire complet pour à ce sujet. En pratique pour l'église locale, comment vous pouvez nous dire peut-être en 2-3 mois, juste pour ouvrir les goûts, comment je peux définir le public cible à moi, à la communication que je veux le transmettre? Alors peut-être le public en fonction de l'événement qu'on souhaite partager. C'est un concert, c'est une pièce de théâtre, c'est une conférence, c'est une réflexion thématique. Et donc en fonction de l'événement, forcément je vais avoir des publics différents. Maintenant le public extérieur, c'est peut-être le public de ma commune. Donc il va falloir que je vois, enfin voilà, je me renseigne beaucoup sur ce qui est fait aussi. Mais il me semble que dans la question du public, c'est important de le déterminer parce qu'il y a la question de l'âge, du langage symbolique qu'on utilise aussi, c'est-à-dire les images n'ont pas le même sens non plus pour les jeunes générations et pour nos générations peut-être. Donc c'est important de se dire, on va faire telle action, on va faire un concert, et pour ce concert, on va inviter rien que des jeunes, par exemple. Donc la communication va être une communication par rapport aux jeunes de l'extérieur. Peut-être des paroisses environnantes, de la commune, etc. Et donc, on va s'adresser à eux dans un langage qu'ils puissent comprendre et auquel ils puissent vraiment adhérer. Voilà, c'est à vous d'être inventif, mais je pense que c'est ça. Si on va faire, par exemple,
une action d'église dans une maison de retraite, je pense à l'EHPAD, un truc, on va communiquer dessus, mais là encore, on va avoir un public qui n'est pas le même, qui est soit un public de famille des résidents, soit uniquement les résidents, soit un public un peu externe qui a l'habitude de fréquenter un EHPAD. Et donc, on va choisir à la fois les mots, les images qui conviennent à ce type de public. D'ailleurs, nous nous posons la question parce qu'on a effectivement la possibilité avec l'outil qu'on utilise, Helloasso, on peut créer des événements également. Donc là, on peut les créer de façon très ciblée. Et il me semble que voilà, vous pouvez choisir aussi, je ne sais pas, un public d'enfants. Un jour, vous avez peut-être, une fois à l'église, on a fait quelque chose qui était vraiment super, qui reste dans mon souvenir. C'était un après-midi avec un spectacle de marionnettes. C'était vraiment, donc, c'était les familles, les jeunes parents, internes, externes, et voilà, public ciblé auquel on va s'adresser d'une manière particulière, peut-être même les enfants. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Moi, personnellement, je le trouve très enrichissant. Et merci aussi, Marianne, pour nous proposer. Christian, c'est la première fois que je le rencontre, mais c'est vraiment un plaisir de l'écouter. Partagé, plaisir partagé. Pedro, ça va être à toi? Ok, comme vous voulez, merci. Donc, je suis ravi d'être parmi vous et de participer dans cette rencontre. Le rôle de l'Union, c'est toujours le rôle d'être une facilitatrice, et pas seulement une facilitatrice, mais aussi une institution qui accompagne et qui reste toujours au service des fédérations, alors aussi, à travers les fédérations, au service des églises locales. Et j'aimerais bien avoir, avant de partager mon écran, quelques petites paroles pour vous faire réfléchir. J'aime bien visiter les églises. Hier, j'étais à l'église des Vincent à Paris. Je suis sorti de l'église à 21h. Donc, imaginez-vous à quelle heure je suis arrivé chez moi. C'est pour ça que ce matin, à 5h du matin, j'ai répondu à ton texto, mais Marianne, parce que je suis arrivé chez moi vraiment tard hier. Et chaque fois que je visite une église, l'église des Créteil, s'ils sont présents aujourd'hui, ils connaissent de quoi je me parle. J'aime bien prendre la Bible parce que la Bible, c'est un manuel de communication incroyable. Et le meilleur communicant, c'est Jésus lui-même. Il est un exemple de quelqu'un qui a laissé d'un côté la langue de patois qu'on a, et il a parlé à travers des paraboles, l'audiovisuel, ce qu'il avait autour de lui. C'était le YouTube de ces moments-là. Donc, bien sûr, c'est vrai que nous devons suivre l'exemple de Dieu, comment dire, faciliter dans le sens de mettre les choses dans le langage le plus simple possible, et comme ça gagner la chaleur de tout le monde. C'est un travail comment dire, de continuité, d'insistance. Vous n'arriverez même dans une année à faire à votre église, à votre communauté comprendre que il y a de règles qui sont même chrétiennes. Ce n'est pas à la communication, de respect autour des paroles, d'attendre les micros, de ne pas se balader partout. C'est une question de culture. Donc, ça va prendre du temps. Et bien sûr, si vous allez communiquer en message de Dieu, suivez l'exemple que Dieu vous donne dans la Bible. Mais ça, c'est plutôt religieux. Mais on a besoin. Même si parfois on pense, mais tout ça, c'est trop technique. Écoutez, la réforme de santé, de sanitaire, ce n'est pas que la Bible ni Ellen White. Si vous parlez à quelqu'un, un médecin va vous parler aussi des analyses des ondes, des analyses de choses, des vitamines et des choses. Et ce sont des choses techniques dont on a besoin. Donc, ne vous attendez pas à une prédication toujours, chaque fois qu'on parle dans un webinaire, parce qu'on doit parler des choses techniques, tout à fait, mais toujours au service de l'Église, de la spiritualité. Bref, pour vous faire ça, le petit cours, d'accord? Et voilà, en tout cas,
Il y a une petite chose que j'aimerais bien vous dire, et je profite de cette opportunité pour m'excuser publiquement devant Christiane, parce qu'on collabore ensemble. J'ai fait deux grosses erreurs dans mon travail en collaboration avec Christian dans le passé. Sauf que je n'ai pas toujours dit pourquoi j'ai fait. Il y a des raisons qui expliquent. Je profite de mon cas particulier pour vous montrer que on peut faire des erreurs, même en ayant la meilleure volonté. Un jour, Christiane m'avait envoyé la newsletter de Romarin. Je l'avais copié-collé sur les sites du BIA, des actualités adventistes de l'Union. Mais il y a une petite chose qu'il faut faire attention. Faites attention parce que dans les templates, parfois, il y a des titres qui, par défaut, ont un type de couleur rattaché à ce type de police. Et si nous sommes dans l'arrache, nous ne lisons les choses deux fois avant de publier, nous ne faisons pas d'attention, on peut commettre des erreurs. Un jour, Christian m'a dit, Pedro, c'est bien, tu as copié-collé ça, mais il manque le titre. Et je n'ai rien dit, j'avais dit, ouais, tu as raison, je viens de solutionner, de corriger. Sauf que le titre était là-bas, mais la police était en couleur blanc et se confondait avec le fond. Donc, c'est une erreur en moi. Ça va vous arriver à vous tous lorsque vous êtes pressé. La pression ne devrait jamais gérer votre agenda ni votre travail parce que vous allez commettre des erreurs. Vous pensez que vous l'avez fait. Dans l'éditeur de texte, vous allez voir que tout est bien et bon, sauf que parfois, il y a des petites choses qui n'auront pas la bonne couleur et dans le site web, il paraît qu'il n'y a rien. Mais pour vous, il était. Alors, relisez les choses deux fois. Regardez les vidéos que vous êtes en train d'éditer deux fois, trois fois. Passez-le à des autres. Si vous êtes à l'arrache, voilà, ça c'est le jour que vous allez faire des erreurs et où toute l'église va vous tomber dessous, va vous casser les pieds, la tête et la gueule. Désolé de le dire comme ça. Mais et ces jours-là, dans une seule journée, vous pouvez abîmer la réputation du département communication dans l'église locale d'une façon que ça vous prendra plusieurs mois pour le réparer. Donc, c'est bien que nous essayons de mettre en avant-garde le département de communication locale et de lutter, de dire, voilà, on est là pour ce que je viens de lire dans les commentaires, mais on fait gaffe une fois et on a jeté par terre le travail de toute une année. Ça m'est arrivé aussi pareillement un jour que je pris des notes. J'avais mis un petit document au sujet de Romarin, je l'avais mis dans un dossier. J'avais corrigé tout, sauf un document que j'avais pensé que c'était corrigé. Je l'ai envoyé à la revue adventiste et on a publié quelque chose qui n'a rien à voir. Et Christiane m'a appelé par téléphone, m'a envoyé un email. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, dis donc, mais voilà, c'est un petit document Word que j'avais, c'était que des notes, n'avait jamais été rédigé, même rédigé. Pas, je le dis par relou, c'était que des notes, n'avait aucun sens. Et c'est glissé et parti. Donc, vous voyez, encore une fois, la pression dans ces moments-là, j'étais vraiment sous une grosse pression et je fais une erreur. Je profite pour d'abord m'excuser, Christiane, publiquement, et pour vous montrer que n'importe qui, n'importe à quel niveau, même si vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans la com durant des années, vous pouvez faire des erreurs et tout le monde va se souvenir de ça et pas des autres choses que vous avez bien fait. Donc, faites attention et comptez sur Dieu. Si vous êtes sous pression, faites comme Martin Luther faisait. Les jours, normalement, il priait 1 heure tous les jours. Mais il a dit dans sa biographie, les notes biographiques de Martin Luther, mais les jours que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pris 3 heures. D'accord? Il faut respirer. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais bien partager un petit moment avec vous, mon écran, et où est ça comme partir l'écran? Voilà, c'est ici. Et j'aimerais bien vous présenter un petit moment la page de communication de l'Union franco-belge. Alors, vous connaissez peut-être le site de l'Union. Voilà, c'est ici le site de l'Union. Ne faites pas trop d'attention, je n'aime pas le visuel, mais bien sûr que les choses sont plus ou moins
c'est stratégiquement publié pour attirer l'attention. Mais en tout cas, si vous allez sur service, vous voyez mon écran, dans service, on ne parle pas des départements ni des ministères. Faites attention à ce petit détail. On parle des services. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui cherchent l'Église adventiste et qui tombent sur le site de l'Union sont des non-adventistes. Ils seront des journalistes, des élus publics et du monde en général. Et on ne peut pas dire, voilà, c'est le ministère de... On ne travaille pas pour le gouvernement. C'est le département de... Non, non, c'est un service. L'Église rend service à elle-même et à la société travers des différents départements, donc dont on retrouve la communication. Et dans la communication, on a un petit explicatif de qui nous sommes, qu'est-ce que c'est le département de communication. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est ces petites colonnes à droite. Bien sûr, vous avez ma photo, il faut se présenter, mon email, même comment prendre rendez-vous avec moi en ligne. Ça, c'est synchronisé avec mon calendrier personnel. Mais j'aimerais bien vous montrer que vous avez le BIA, les bulletins d'actualités adventistes, dont vous allez retrouver toutes les informations de l'Église à niveau mondial. Cette semaine vient de se dérouler le comité mondial de fin d'année de l'Église, de la conférence générale. Vous allez retrouver toutes les informations. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les RAC étaient annoncés et dans le newsletter de la Fédé Sud, on a une offre d'emploi à l'Union franco-belge. Nous avons une salle de presse dont nous attirons l'attention des professionnels de communication, des journalistes et bien sûr des autres types d'informations. Et à la fin, vous allez retrouver les actualités fédérales dans RSS. Donc, tout ce qui est publié dans la page de la Fédé Nord, de la Fédé Sud, la Fédé Belge en français et la Fédé Belge en néerlandais. Donc, vous avez ici une ressource d'actualité mondiale. Pour les actualités à niveau fédéral, visitez la page de votre fédération correspondante. OK, je reviens encore ici. Après, vous avez Hope Channel. Je vous en prie, lorsque vous préparez votre page web de l'église locale, c'est toujours un bouton, on publie un petit bouton, un lien vers Hope Channel. Parce que pas seulement les membres d'église vont consulter votre page web, mais aussi la communauté autour de vous, le voisinage, les quartiers. Et Hope Channel est appelé à devenir un moyen d'évangélisation à travers la vidéo. Donc, vous pouvez republier ça, et je ne vais pas maintenant parler. Et si vous ne le saviez pas, nous avons Hope Radio, c'est la radio en DAB+, numérique, qui est présente sur Île-de-France, en Paris, la région parisienne. Donc, il faut acheter un nouveau appareil de radio DAB+, mais aussi on est sur Internet. Vous l'entendez? OK. Et nous sommes ici présents à Montpellier et récemment, on a inauguré une radio à Monaco et Côte d'Azur. Donc, on a un radio adventiste sur les ondes à Monaco et vous pouvez aussi relier cette site web, la radio adventiste officielle en France, dans votre site web, même les players, ça peut être publié. Au Bible, c'est le IEBC de toute la vie, l'Institut d'études de la Bible par correspondance, dont je suis le directeur aussi. On a renouvelé le site web. Vous avez pas mal d'études bibliques. Ça a été renouvelé et on essaye de pas seulement reprendre les anciens, mais aussi commencer à meuler, à serrer, à faire une synergie avec l'audiovisuel. Donc, il y a des leçons, des cours qui y a déjà des leçons. On voit ici Philippe Penner, l'époux de Marianne, qui a participé et dont il y a une série d'études bibliques dont chaque leçon a une vidéo disponible. Et, très intéressant, visitez ce site régulièrement, la page de communication, parce que ici, vous voyez, on a une page avec tous les manuels et protocoles. Si vous rentrez, vous allez voir que je viens déjà ce matin de mettre en ligne aussi les manuels de la Fédé Nord, Fédé Sud, et il y a notre manuel de la Fédé Belge qui, il y a quelques temps, qui reste là-bas. Et il y a des autres manuels et protocoles qui, si bien sont ciblés pour les fédérations, ça peut être aussi d'utilité pour les églises locales. Donc, vous avez ici un espace pour tous les manuels qui sont publiés
dans l'Union, on essaye de le mettre à disposition de tous, que ce soit comment dire, la bibliothèque, l'archive générale où on retrouve pas mal de choses. D'accord? Donc voilà, vous le retrouvez là-bas. Et vous avez aussi des autres outils. Et il y a aussi des matériels, documents et présentations. J'essaye de mettre à disposition différents manuels, différents documents. Et s'il y a des gens qui disent, par exemple, j'ai besoin du template WordPress, en accord avec le nouveau visuel mondial de l'Église adventiste. Voilà, vous le pouvez télécharger. Vous avez ici le ALPS, Adventist Living Partner System. Vous pouvez télécharger le template pour WordPress, les tout derniers, les 3.9.2. Et s'il y a des autres, vous avez ici le gabarit d'identité, le modèle. Il y a pas mal de choses et des ateliers, différents ateliers que vous pouvez télécharger un PowerPoint pour faire des petites formations, même parmi vous. Et vous avez ici un modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux. Il y a des autres choses qui sont déjà incluses dans les manuels qui ont été développés par la Fédé Sud et la Fédé Nord. Il y a aussi des autres matériaux que je pourrais vous expliquer, mais ce n'est pas maintenant le moment. Et finalement, il y a des sites d'intérêt et d'utilité. Et vous allez trouver ici GAIN, le Global Adventist Internet Network. Je pense que la plupart de vous connaissent. Mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez visiter la page de l'Église mondiale où on déroule les différentes rencontres de GAIN mondial. Et vous, on a sur le site de l'Union aussi les toutes dernières rencontres de 2020 disponibles avec toutes les vidéos et tous les documents en français. Et il y a des autres endroits et des autres sites que je vous recommande de visiter. Sont vraiment de grande utilité. We Are Social, c'est la plateforme mondiale qui met à l'avant-garde, à la dernière minute, toutes les statistiques mondiales d'utilisation de combien de portables il y a dans le monde, combien de connexions Internet. Ça, c'est un outil très puissant. Et vous avez aussi des autres sites qui vous permettront de vous former encore au-delà de ce qu'on fait, même entre nous les adventistes. Et finalement, l'autre site, c'est ressources et logiciels gratuits, open source et Creative Commons. Pourquoi je vous présente ça? Parce que parfois, pas toutes les églises peuvent se permettre d'avoir une licence InDesign ou Adobe. Il y a des églises qui n'ont pas même de budget, donc vous avez besoin de logiciels gratuits, Creative Commons, open source. Vous avez ici une liste que vous pouvez télécharger avec 134 sites d'Internet que vous pouvez télécharger, des images, d'audio, des vidéos qui sont sans droit d'auteur. Vous pouvez les réutiliser sans aucun problème. Aujourd'hui, on ne va pas parler de droit d'image, de droit d'auteur et tout ça, mais sachez que on ne peut pas publier n'importe quel type d'image parce que quelqu'un peut revenir nous taper, même avoir une amende. Et vous avez le OpenOffice, c'est une alternative à l'Office payante. Vous avez l'Audacity, c'est un logiciel pour l'édition d'audio aussi qui est gratuit et d'utilisation libre. Le GIMP, qui c'est l'alternative à le Photoshop, Inkscape, que c'est l'alternative gratuite à l'Illustrator, Scribus, que c'est l'alternative gratuite à InDesign, et vous avez d'autres outils qui sont gratuits. Vous retrouvez tous ces liens, toutes ces ressources, et je suis toujours constamment en train d'ajouter, chaque fois que je retrouve quelque chose, dans tous ces, disons, archives de ressources qui sont à votre service, à service des fédérations et bien sûr au service des églises. Et je m'arrête là parce que j'avais dit que c'était quelques secondes et finalement c'était quelques minutes. Et j'arrête le partage. Bon. Ruth, je pense que c'est à toi maintenant. Si vous avez Alors, des ce n'est questions. pas à moi. À présent, nous allons passer à Marianne pour le rôti. C'est ça. On va vous proposer de nous faire un feedback sur ce que nous avons vécu ensemble ce matin. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Donc, un rôti, c'est Return on Time Invested. Donc, c'est un retour sur le temps que vous avez investi. Est-ce que vous jugez que c'était un temps bien investi ou que vous avez plutôt perdu votre temps? Je vais vous mettre un lien ici. C'est un petit Google Form. On peut juste le remplir ensemble et on vous met des propositions aussi je mets à tout le monde, hop, de sujets pour les webinaires suivants. Donc, si on clique dessus maintenant, hop là, je vais peut-être partager cet écran-là. Hop.
Voilà, tout le monde est dessus? Donc, vous avez ici la possibilité de noter ce moment que vous venez de passer avec nous, à savoir si votre temps a été moyennement investi ou au-delà de vos attentes. Et on aimerait savoir, pour passer d'une note à l'autre, qu'est-ce qui vous aurait manqué? Est-ce que, par exemple, dans ce temps-là, vous voyez quelque chose que vous aurez bien voulu qu'on puisse vous proposer? C'est le moment de nous faire une suggestion ici. Et puis, on vous propose aussi les sujets pour les prochains webinaires. On a beaucoup parlé de public cible. Sachez que c'est d'ailleurs vers ça qu'on s'orienterait vers le prochain webinaire. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, parce qu'on a déjà calé 3 autres dates, mais on ne va pas s'arrêter là. L'année prochaine, on reviendra avec de nouvelles dates aussi. Donc, on aimerait vraiment savoir qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en priorité. On vous propose ici quelques thèmes. On peut en cocher plusieurs. Si vous avez un sujet qui n'apparaît pas là, vous pouvez le marquer ici. Et là, on a choisi, par rapport à un certain nombre de retours qu'on avait déjà eu, de faire le webinaire à 10 h le dimanche matin. Si vous êtes plutôt de l'après-midi, c'est le moment de le dire aussi. Et voilà. Donc, si vous voulez le faire en live, c'est parfait. Sinon, vous pouvez encore le faire tout à l'heure avec ce lien. Maintenant, c'est à toi, Ruth. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin et on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on voulait vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de venir un dimanche matin pour assister à ce webinaire. Donc, on espère vraiment qu'il a été enrichissant pour vous, que ça vous a permis d'avoir des éléments qui vous aideront au quotidien, donc dans votre mission à l'Église. Donc, vous avez les liens pour télécharger le manuel, en tout cas pour consulter le manuel en ligne. Donc, je vous les remets tout de suite dans le chat. Donc, il y a une version FFN, une version FFS. Hop, je vous les mets là. Il n'y a pas tellement de différence en termes de contenu, c'est juste sur les informations de contact que ça va différer en fonction de la fédération. Concernant les prochains webinaires, alors, voilà, on va vous afficher les dates des prochains webinaires, donc à vos agendas. De toute façon, on va également communiquer dessus, je pense, sur nos sites web respectifs et dans nos groupes WhatsApp respectifs. Mais le prochain webinaire, ce serait le 5 décembre. Ensuite, on aura le 6 février et le 3 avril. Et voilà, donc vous voyez encore une fois en dessous les liens pour télécharger le manuel de communication. Donc, comme vous l'a dit Manu un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus sur des points qui vous ont aidé, d'autres points qui vous paraissent perfectibles, améliorables. Si vous pensez qu'il y a des éléments qui sont manquants également, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, c'est avec plaisir qu'on reçoit tous les feedbacks, qu'ils soient positifs ou un petit peu plus critiques. On prend tout pour pouvoir améliorer, avancer et vous proposer par la suite des versions qui seront updatées et améliorées. Je pense que tout le monde a bien vu les liens également dans le chat pour rejoindre les différents groupes WhatsApp qui existent. Donc, il y a un groupe WhatsApp pour les communicants de la FFS et un groupe WhatsApp pour les communicants de la FFN. Ça permet également de vous envoyer les informations, les annonces et tout élément qui pourrait vous être utile de manière un petit peu plus rapide et plus réactive. Donc voilà, je vais me taire. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche. Je pense qu'on va conclure avec une prière de Pedro. Et ensuite, on vous laissera vaquer à vos occupations. Donc, prions donc. Merci, notre Père Céleste, pour ces moments très agréables que l'on a passés ensemble. Merci pour les dons et les talents que tu accordes à ton Église, pour chacun des communicants et communicantes ici présentes aujourd'hui. Et merci pour cet appel à te servir dans cette ère spécifique de la communication. Et merci encore pour Christian Capiz, pour cette volonté de partager avec nous toute son expérience, son avis, ses conseils, toutes les choses que tu peux partager à travers elle avec nous pour enrichir notre travail, notre ministère, pour mieux te servir à toi, pour mieux te servir à ton Église, mais plutôt pour mieux communiquer l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ont soif de toi. Bénis chacun de
mes collègues ici présents, à tous, bénir leur ministère, bénir leurs églises, bénir aussi les efforts que nous allons faire encore dorénavant, de façon que les gens puissent être touchés, et voir et reconnaître l'importance de la communication. Parce qu'à la fin, évangéliser n'est qu'autre chose que communiquer les bonnes nouvelles à ceux qui ont besoin de les écouter, les entendre. Aide-nous à faire notre mieux, toujours assis de ta main, à tes côtés, avec ta bénédiction. Merci mille fois, notre Dieu. En le nom de Jésus, nous te remercions. Amen. Amen. Merci Pedro pour la prière. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, merci beaucoup Christiane pour cette intervention qui était riche, qui était pertinente, qui en tout cas nous a apporté énormément. En tout cas, c'est mon cas et je pense que c'est Vraiment. le cas de beaucoup de personnes. J'ai reçu quelques messages en privé de personnes qui étaient vraiment très contentes et qui d'ailleurs se demandaient s'il était possible de te contacter pour une intervention dans une église en particulier. Donc, on verra ça plus tard. Mais encore une fois, merci beaucoup pour ta disponibilité et pour nous avoir apporté toutes ces informations d'une manière aussi claire. Donc, C'est moi qui vous remercie vraiment, parce que ça donne aussi du sens à mon parcours. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Merci. Très bien. Sur ce mot de la fin, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.